Ils sont une petite centaine seulement en France à porter le titre de maître d'art. Cette distinction a été créée en 1994 par le ministère de la Culture pour mettre en lumière les savoir-faire d'exception et rares, comme celui de notre invité d'aujourd'hui. Notre invité qui est l'une des seules en France à maîtriser la restauration de cuirs anciens, des techniques pour lesquelles on ne forme quasiment plus personne aujourd'hui. Et je salue donc mon invité. Bonjour Céline Baudedicone. Vous êtes donc maître d'art depuis peu. Quand je dis depuis peu, c'est quelques semaines. Depuis le début du mois de septembre. Voilà. C'est très récent. Une bonne nouvelle, j'imagine, pour vous. Un motif de satisfaction, de fierté? Ah oui, de fierté, évidemment, oui. Puis c'est une excellente nouvelle. Ça va me permettre de travailler et de transmettre à une élève. Exact. Alors ça, on en parlera tout à l'heure de la transmission, parce que c'est vrai que c'est important. Vous êtes installé aux portes de Grenoble, à Moirans. Vous restaurez donc les cuirs anciens, c'est-à-dire des objets qui peuvent avoir 1000 à 2000 ans, mais pas forcément. Il y a des choses plus récentes qui passent entre vos mains. Il y a des choses plus récentes, des objets archéologiques, effectivement, mais des objets aussi du 19e, voire du 20e siècle. Du début du 20e siècle, par exemple, des objets qui, en 1912, sont allés au fond de l'océan? Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur les objets qu'on avait récupérés sur l'épave du Titanic. Oui, parce qu'il y avait des cuirs dans le Titanic. Il y avait des cuirs, il y avait beaucoup de bagages, effectivement, et puis le contenu de ces bagages, donc avec des objets très personnels, des portefeuilles, etc. Alors dites-moi sincèrement, quel effet ça fait quand on a entre ses mains des objets qui viennent du Titanic? Est-ce qu'on peut rester indifférente et ne voir que son métier? Non, on essaye de rester indifférente, parce que si on y met trop d'émotions, ça peut devenir délicat. On n'a pas forcément les mêmes gestes, donc il faut rester professionnel. Non, on essaye d'évacuer ça. Même chose pour le fauteuil de Napoléon? Même chose pour le fauteuil de Napoléon, même si on garde quand même au fond de soi la valeur, l'importance de cet objet pour le musée qui nous l'a confié. Oui. Alors, quels sont les problèmes que présentent le plus souvent les cuirs qui disaient 50, 100, 500 ans ou 2000 ans? Pas les mêmes peut-être? La plupart posent des problèmes de déchirure. Ce sont des objets qui généralement sont cousus. Donc on a des ruptures au niveau de ces coutures, on a des déformations. Évidemment, le cuir est un matériau vivant qui se tend et se détend en fonction du taux d'humidité dans l'air. Et oui, c'est un matériau organique. On peut dire qui vit et qui meurt? C'est ça, qui vit. Enfin, théoriquement, moi j'évite qu'il ne meure. Voilà, c'est un peu votre travail. Qui vit, en tout cas, qui est très réactif au climat dans lequel on le conserve. Donc évidemment, des déformations qui peuvent être très gênantes esthétiquement. Donc on essaye de travailler sur de la remise en forme, entre autres. Alors, travailler sur les lacunes aussi, beaucoup de lacunes. Quelles sont les techniques qui permettent de restaurer et donc, comme on le disait, de garder en vie le cuir sous son meilleur aspect possible? Alors, d'abord, moi, généralement, les objets, lorsqu'ils m'arrivent, sont très empoussiérés, très sales. Donc, il y a un travail de nettoyage important qui est conduit, qui prend en compte la polychromie. Éventuellement, ces cuirs peuvent être peints, donc on est très prudent par rapport à cela. Et puis ensuite, on travaille sur les lacunes, un peu comme les médecins, c'est-à-dire on va poser des doublages, des attelles, voilà. Donc, on a des techniques aujourd'hui qui sont bien mises au point avec des matériaux qui sont très stables dans le temps et qui vont permettre de rapprocher les déchirures, par exemple. Sans me dévoiler vos secrets, avec quoi est-ce qu'on nettoie le cuir, justement? Alors, tout dépend de la façon dont il a été traité au départ, de quel type de cuir il s'agit. Si c'est un cuir naturel, s'il a reçu une teinture, comme je le disais, s'il a été peint, c'est très différent. Les techniques ne sont pas les mêmes. On travaille avec des savons qu'on sélectionne, que je teste au préalable. Je travaille aussi en gel, c'est-à-dire que je ne vais pas imbiber une éponge et nettoyer comme ça, mais je fabrique des gels qui permettent d'éviter la pénétration et de mouiller vraiment le matériau. Oui. L'entretien du cuir, enfin la restauration du cuir à votre niveau, est-ce qu'on peut établir un parallèle avec ce qu'on peut faire chez soi quand on a du cuir pour en prendre soin, par exemple? Est-ce que je peux vous demander un conseil ou c'est complètement une autre discipline? Non, c'est une autre discipline puisqu'en fait, moi, je travaille sur des objets qui vont retourner dans des musées, dans des vitrines, dans des monuments historiques, donc qui ne sont pas utilisés au sens strict du terme. On ne va pas s'asseoir sur le fauteuil de Napoléon, ni sur les fauteuils que je restaure, ni utiliser les véhicules hippomobiles sur lesquels je travaille. Donc les méthodes et les procédés ne sont pas adaptés au grand public. Donc, ce sont des objets, effectivement, qui changent de fonction. Qui changent de fonction, exactement. Donc, et les techniques de restauration que j'utilise sont relativement fragiles parce qu'on nous demande d'utiliser des méthodes qui sont très réversibles dans le temps. Une restauration que j'effectue aujourd'hui sera certainement démontée par un collègue dans 20 ans, enfin le plus tard possible, on va dire. Mais il va falloir que celui qui travaille après moi puisse facilement retirer ce que j'ai fait et recommencer à nouveau. C'est un métier qui demande une grande humilité parce que justement, vous n'êtes pas là pour rendre éternel des objets, mais pour garantir un passage
pour quelques années, sachant qu'on trouvera d'autres méthodes de conservation plus tard? Complètement. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas ce qu'on a fait il y a 20 ans et c'est certainement pas ce qu'on fera dans 20 ans non plus. Les procédés évoluent, les matériaux, les colles, les adhésifs évoluent aussi. On utilise aujourd'hui des adhésifs que certainement on exclura dans quelques années parce qu'on découvrira qu'ils sont plus nocifs que... Une grande évolution de la restauration. Avant, on restaurait pour conserver le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on conserve avec le souci de pouvoir enlever toutes les traces de la restauration. Et oui, et on documente beaucoup plus qu'avant aussi. La plupart des objets qui arrivent à mon atelier, je dois d'abord les dérestaurer avant de les restaurer à nouveau. Or, je souffre d'un manque de documentation. Il y a 20 ans, on n'écrivait pas ce qu'on faisait, on ne documentait pas, on ne faisait pas de photos. Et ça me manque énormément. Je suis obligée de faire des tests pour voir comment retirer des adhésifs employés il y a 20 ans, alors que j'espère que mes collègues dans le futur, sur la base des rapports que je rends avec les objets, pourront facilement éliminer ce que j'ai fait et recommencer. Donc ça vous demande davantage de travail. Les objets anciens, c'est une passion depuis quasiment toujours pour vous? Oui, parce que j'ai commencé par l'archéologie très tôt. J'ai été passionnée par ce métier. Et puis rapidement, je me suis aperçue en travaillant sur les chantiers archéologiques que le devenir des objets me préoccupait plus que la fouille en elle-même. Oui, parce que les archéologues, ils aiment bien trouver des objets, puis après ils s'en désintéressent. Bon, je caricature. Non, ils les étudient bien évidemment, mais leur souci, c'est pas de les conserver en l'état. Non, même s'ils ont un devoir de conservation aujourd'hui, c'est une chose qu'on leur impose. Mais néanmoins, ces objets ensuite sont dévolus à des musées. Ça peut prendre un certain temps. Bon, bref, il y a des gestes à faire immédiatement à la sortie de l'objet qui n'étaient pas faits, enfin en tout cas à l'époque où moi j'ai démarré l'archéologie et qui moi m'ont préoccupé. Donc rapidement j'ai bifurqué vers la restauration d'œuvres d'art. Ce qui est plus confortable aussi, on travaille en atelier plutôt que dehors, on est à l'abri des intempéries. Ouais, c'est plus confortable, mais c'est un très très long apprentissage. Même si vous êtes jeune, vous avez passé de longues années à apprendre, et pas forcément en France, même si vous avez commencé à Lyon 2, puis à Paris, vous avez dû beaucoup voyager pour apprendre votre métier. Il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, il existe 4 grandes écoles qui sont reconnues par la direction des musées de France pour former des restaurateurs. Ces écoles recrutent sur concours entre 10 et 15 étudiants chaque année, ce qui est très peu. Et puis, il y a une grande partie du cursus qui se fait sur 5 années qui est pratique, c'est-à-dire qu'on fait des stages. Et moi, je suis partie à l'étranger. Je suis partie en Angleterre, à Northampton, au centre de conservation du cuir, et puis ensuite au Canada, où j'ai travaillé sur des objets ethnographiques amérindiens. Est-ce que ça veut dire qu'à l'étranger, on s'intéresse davantage à la restauration du cuir et que donc en France, je dirais pas un mépris, mais c'est moins important. Le cuir est un petit peu au bas de la hiérarchie de la conservation des objets anciens? En tout cas, à l'époque, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, effectivement, le cuir, on avait tendance à considérer que ça ne se restaurait pas. Au contraire, d'autres matériaux comme les toiles peintes, la pierre ou le métal. Voilà, il y a de la noblesse et puis voilà, il y a des objets qu'on laissait un peu de côté. Exactement. Donc, je suis partie effectivement à l'étranger pour me former. Quand je suis revenue en France, je me suis installée comme restauratrice de cuir. Et c'est vrai que en créant une offre, j'ai un peu créé la demande. Donc aujourd'hui, dans les musées et puis dans les monuments historiques, on sait qu'il existe un savoir-faire dans ce domaine et qu'on peut effectivement faire quelque chose sur ces objets-là. Alors c'est un savoir-faire que vous avez acquis grâce à des voyages, au cours de longues années d'études. Il serait un petit peu dommage qu'ils disparaissent, même si vous avez beaucoup de temps devant vous, mais c'est important, donc on le disait tout à l'heure, pour vous de transmettre ce savoir, et justement le fait d'être maître d'art, ça vous permet de bénéficier de financements pour... C'est ça. On ne peut recevoir le titre de maître d'art que s'il existe un véritable projet de transmission que l'on a rédigé, donc avec mon élève, celle que j'ai choisie, qui s'appelle Marie Errand, qui travaille avec moi depuis quelques mois maintenant, et avec qui je souhaitais vraiment pérenniser une collaboration. Et c'est vrai que ce dispositif va nous permettre, pour les 3 années qui viennent, de mettre en place une vraie transmission. C'est difficile de trouver des élèves, des apprentis élèves? Non, j'ai régulièrement des demandes de stage. Maintenant, le matériau, il faut que ce matériau plaise. Donc il faut des gens réellement motivés. Voilà, c'est ça, exactement, réellement motivés. De plus, moi, je réside donc dans la région de Grenoble. Il faut des élèves qui soient disposés aussi à s'installer sur la région. Or, c'est vrai que la plupart ont tendance à vouloir retourner sur Paris, où il y a
plus de musées, plus de demandes. Donc voilà. Alors, il faut leur souhaiter, en tout cas à vos élèves, de bénéficier de la bourse de la Villa Médicis dont vous avez bénéficié, parce que c'est une vraie chance, ça permet d'élargir son horizon, de faire des rencontres. Ah oui, complètement. Oui, j'ai eu cette chance incroyable d'être reçue par l'Académie de France à Rome pendant 18 mois. Donc j'ai séjourné à la Villa Médicis. J'étais la seule restauratrice de ma promotion. Nous étions 15. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des disciplines que je n'aurais pas pu fréquenter autrement. Le cinéma, la littérature, des artistes plasticiens incroyables. Donc ça a été très, très enrichissant pour eux, puis pour moi. Voilà, c'était un échange. Ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre métier. Et puis félicitations encore pour ce titre, on l'a dit, qui est rare et qui est très, très difficile à obtenir.